Vendredi 24 janvier 2019, merci de nous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Dernier numéro de la semaine, mais vous savez qu'on est à un début d'année 2020 assez mouvementé pour la Guinée qui est au cœur et des crises et qui vit les heures d'instabilité socio-politique. Le FNDC, dans son élan de résistance active, fait face à l'entêtement du régime Condé, à la clé des dégâts matériels importants, mais aussi des morts à regretter ici à Conakry, à l'intérieur du pays. Et puisque le FNDC va remettre encore ça le mardi prochain, le gouvernement se prépare aussi à, on va dire, contrôler la cité. Et sur le terrain politique, Alpha Condé n'arrête pas de surprendre. Il a pris la décision, en tout cas c'est ce qu'on peut entrevoir, de vouloir coupler les élections législatives au référendum constitutionnel. Que dire de toute cette situation? La parole aujourd'hui à deux confrères journalistes pour leur analyse croisée. Ici à ma droite, Lamine Mouniouma Sissé, directeur général adjoint de Mosaïque Guinée, où il est journaliste également, et directeur général adjoint de Djigui FM. Lamine, bienvenue dans cette émission une fois encore. Merci de la disponibilité. Ici donc à ma gauche, Nou Baldé, journaliste, administrateur général du site d'information guinématin.com. Nou Baldé, bienvenue dans cette émission. Merci de l'invitation. Merci surtout de la disponibilité. Alors oui, le sujet principal c'est la crise, notamment autour de cette affaire de constitution. Le FNDC, dans sa résistance active et permanente, a déjà fait 2 semaines d'opération. La semaine passée, le lundi et le mardi, cette semaine, le mardi, mercredi, on voit déjà ce qu'on a vu ici à Conakry, des barricades, des casses, des incendies à l'intérieur du pays, Pita, Dalaba, Labé et Télémélé. La situation est un peu plus claire en termes de dégâts, mais aussi de morts. Quelle première analyse de cette situation? Oui, d'abord, vous insistez beaucoup sur le mot instabilité. C'est qu'il y a une réalité. Une instabilité, le pays est instable. C'est qu'il y a une réalité, n'est-ce pas? Il faut légèrement l'édulcorer. Voilà, donc c'est vrai que ce qui se passe en ce moment est regrettable, et surtout avec ses conséquences de décès, de tueries, donc des cas de mort enregistrés, d'édifices publics, ça vient après, d'édifices publics détruits, des biens privés détruits également. L'État atteint dans son âme, ça aussi c'est important de le rappeler. Donc c'est un cocktail dégradant pour la sérénité, la quiétude sociale. Tout ça c'est à la suite de l'appel lancé par le FNDC et qui a annoncé bien évidemment des jours incertains pour le pouvoir, des jours tumultueux pour notre pays. En réaction de... Donc, non, je ne suis pas là pour remonter. Non, mais bien. Vous aurez le temps de le faire. Je dis que c'est cette instabilité, l'instabilité que nous connaissons, c'est suite à l'appel lancé par le FNDC, et ça vous ne pouvez pas le contester. Bien. Voilà, donc je dis que c'est suite à l'appel, et je ne veux vraiment pas paraître pour quelqu'un qui est cynique, parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire le deuil de leurs parents décédés lors de ces manifestations. Donc je dis que c'est un triste scénario auquel nous assistons. Bien. Une mise en scène. Il fallait s'y attendre tout de même, oui, n'est-ce pas? Il fallait s'y attendre, oui, avec les discours que nous avons entendus, ci et là, des discours au relais ethnique, communautaire. Donc c'était sans doute le verrou du tabou a été complètement sauté. Et sinon, avant, on se susurrait, c'était bien évidemment dans les discussions informelles où on parlait de l'ethnie, où on parlait de ciblage. Et maintenant, ça a visage découvert et sur les tribunes les mieux prisées. Et donc, on se donne la liberté, on se permet de tout dire. Et c'est vraiment regrettable de part et d'autre. Bien, ça c'est le premier niveau d'analyse. Il y a des choses qu'on doit beaucoup, on aura le temps de revenir là-dessus. En tout cas, ce qui reste clair, c'est qu'il y a bien évidemment ces instabilités qu'on a vues
notamment à Mont-Guinée. Il y a eu d'abord à Conakry, donc et aussi à Mont-Guinée, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est là-bas où ça a été beaucoup plus, où les dégâts ont été beaucoup plus considérables. Alors, c'est la réponse apportée à ce qui est en train de se passer sur le terrain. C'est une réponse parfois disproportionnée, et parce que s'il y a eu des cas de mort qui ont été constatés, parfois suite à des tirs par balle, et donc moi je pense que ça aussi c'est regrettable, et c'est ce qu'on dénonce tous les jours. Aussi bien on doit dénoncer l'incivisme qui a caractérisé les marches de protestation, les manifestations de protestation des populations. C'est à dénoncer, mais la réaction disproportionnée aussi, à certains endroits, bien évidemment, mais qui a entraîné des cas de mort. Ça, on reviendra. Il faut bien évidemment la dénoncer. Oui. Nous, Baldé, est-ce que on peut dire que si le gouvernement minimisait tant soit peu l'ampleur de l'annonce de cette résistance, l'effet que cela aurait pu avoir, l'adhésion populaire, qu'ils ont été déçus par ce qu'on a vu sur le terrain en marge de ce mot d'ordre, même si ce n'était pas dit directement d'aller saccager les édifices publics, et ainsi de suite. Oui, je pense que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on a à déplorer toutes ces victimes-là. C'est extrêmement grave, et c'est malheureusement la réponse que les autorités ont voulu donner pour juste maintenir leur élan. Il faut dire, compléter l'introduction de Monima Sissé. Tout ça est parti de la volonté du président Alpha Condé, élu en 2010, réélu en 2015, et qui tient coûte que coûte à rester au pouvoir contre les lois de la République, contre les principes démocratiques, contre la volonté du peuple de Guinée. Il faut rappeler que cette constitution est intervenue après un autre changement qui a bouleversé la donne politique en République de Guinée, qui a entraîné un coup d'État militaire, qui a entraîné une instabilité qu'on a cru avoir résolue grâce quand même au courage du général Sekouba Konaté, qui a accepté d'organiser des élections et passer là même critiquable, puisque ces élections avaient été critiquées, mais ça nous a quand même permis de quitter une transition pour un pouvoir civil. C'était la première fois en République de Guinée, et le président Alpha Condé a refusé de respecter cette constitution. Comment? Justement, vous disiez tantôt que peut-être le pouvoir ne s'attendait pas à de telles réactions. Moi, je dirais que probablement le pouvoir ne s'attend qu'à une telle réaction. C'est-à-dire que réussir à Conakry et dans certaines régions à cantonner les manifestations dans des régions bien positionnées pour dire que la protestation n'est que partielle et que la majorité du peuple n'est pas opposée. Mais moi, j'ai suivi quand même les réactions qui ont suivi, notamment une vidéo de Lansana Kouyaté, l'ancien Premier ministre, et je rappelle qu'il a quand même été le numéro 2 du RPG Arc-en-Ciel. Le président Alpha Condé est président, c'est Lansana Kouyaté qui était vice-président. Kouyaté explique quoi? Kouyaté explique que les meurtres, puisqu'il y a des assassinats ciblés, on l'a dit et répété dans ce pays, les assassinats ciblés et les attaques ciblées qu'on est en train d'enregistrer ne sont pas totalement éloignés de la volonté de changer la constitution et de l'autre volonté d'opposer les ethnies. Tout ça, c'est pour asseoir un pouvoir que certains ne veulent pas voir finir. Or, pour la démocratie, il est important qu'on respecte les lois, et si tel n'est pas le cas, que le peuple se dresse, et pas seulement à l'Abbé ou dans la commune de Ratoma, mais que le peuple se lève pour dire au régime, halte, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas nous ramener en arrière. Alors comment, qu'est-ce que ce peuple peut faire
plus que, enfin, une partie du peuple, justement, qui est en train de protester contre la volonté de doter le pays d'une nouvelle constitution, peut faire plus que ce qu'elle fait maintenant, à travers cette désobéissance civile clairement constatée sur le terrain. Avec les conséquences de mort, de dégâts matériels. Je n'ai pas demandé qu'on fasse plus que ce qu'on est en train de faire, mais je dis il faut qu'on se lève partout pour dire au président que ça ne marche pas. Moi, je n'encourage pas la violence. Bien. Je ne demande pas aux gens de s'attaquer les uns aux autres. Mais c'est important que les gens, puisque les lois de la République permettent de sortir et de dire nous ne sommes pas d'accord, les gens doivent le faire. Et ça ne doit pas être cantonné dans une région ou dans une commune. C'est important que tout le monde se bouge. Bien. Pour dire que la démocratie doit être respectée, les lois de la République doivent être respectées. Lamine Mouniouma, est-ce que l'ampleur de la crise et les dégâts qui en résultent aujourd'hui doivent amener le gouvernement à s'arrêter, le gouvernement à sortir de cet entêtement, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, et on va en parler dans la seconde partie, cette affaire de couplage du référendum et des législatives. Mais au vu déjà des dégâts sur le terrain, il y a des édifices cassés partout, les commissariats, les prisons, des armes qui auraient été récupérées par des civils, Télémé et Labé, il y a des patriarches qui sont attaqués, des morts qu'il faut compter. Attaqués par les forces de l'ordre, il faut préciser, parce que si vous dites prison attaquée, patriarche attaqué, on a l'impression que des loupards, comme le dit le gouvernement, des loupards sont en train de s'attaquer à des biens publics et aussi à des privés. Il faut dire que le FNDC s'est désolidarisé de toutes les violences et les patriarches ont été attaqués à Pita et à Labé par des agents des forces de l'ordre. À Pita, on sait ce qui s'est passé, on s'est attaqué au domicile du calife, quand même du Fouta Jalon, et à Labé, c'est quand même des jeunes qui sont venus porter un cadavre pour montrer au premier imam, pour dire au premier imam qu'il n'a qu'à voir, puisque c'est lui normalement qui est en train de donner des conseils, qu'il n'a qu'à voir ce que les forces de l'ordre sont en train de faire. Et c'est là que le gaz est tombé, c'est là que le premier imam a lui aussi été gazé. Par évidemment les forces de sécurité. Et sauf que le ministère de la Sécurité pour l'instant dit être un peu, on va dire, prudent face aux différentes versions. Une fois encore, est-ce que ces dégâts-là doivent amener le gouvernement à sortir de ce qu'on peut appeler une sorte d'entêtement? Oui, ça dépend de là où, du camp où vous vous trouvez. Hein. Vous parlez de dégâts partout, il faut oui, là où il y a eu les dégâts, j'ai cité les zones. Non, il ne faut pas exagérer. Je ne suis pas non plus en train de minimiser ce qui est en train de se passer sur le terrain. Parce que quand vous parlez de dégâts partout, c'est comme si c'était un embrasement total de tout le pays. Non, je n'ai pas dit partout, je parle de... On n'est pas encore arrivé là. Des zones où il y a eu des dégâts et c'est quand même nombreux. Il y a déjà... Il y a Labé, est-ce qu'il faut attendre ça pour reculer puisque il le faut? Je ne suis pas en train d'exprimer une position. Je suis en train d'analyser. Alors, il faut contextualiser, il faut dire les choses telles. Alors, vous dites qu'il y a des dégâts matériels partout. Et parce qu'on nous écoute partout, on nous suit partout, à l'instant même. Je voudrais dire aux téléspectateurs... Dans ce cas, un peu partout, si tu veux. Voilà, je veux... Hein? Non, attendez. Non, mais... non, je dis... Il y a des dégâts matériels dans plusieurs zones, là, mais... Je dis que je ne peux pas encore citer. Il y a Labé, il y a Pita, il y a Télémélé, il y a Dalaba. Il y a au moins 4 préfectures à l'intérieur du pays. Sur 33. Sur 33 que compte notre pays. Je ne suis pas en train de banaliser, ça n'impacte pas, minimiser. Attendez, je ne suis pas en train de minimiser ce qui est en train de se passer. Bien. Ça doit beaucoup plus attirer l'attention des décideurs. Ça, je suis d'accord. Mais il faut bien, il faut bien comprendre ceux qui pensent, ceux qui ne sont pas d'avis et qui disent non, c'est une violence circonscrite dans une zone et le gouvernement sera capable de surmonter ou sinon de les circonscrire, ces violences-là. Et donc que la majorité du pays reste indifférente, comment on appelle, se montre indifférente face à
la situation, à l'évolution de la situation. Nous, a demandé tout à l'heure à tout le pays de se lever parce que c'est une agression à la Constitution que le président et tous ceux qui le croient sont en train de préparer. Oui, ils le pensent, mais malheureusement, ceux qui ne se lèvent pas pensent que c'est normal, c'est dans l'ordre normal des choses et que le président a le droit de changer la Constitution et qu'il est fondé de proposer un changement de Constitution. Donc vous avez vu comment c'est un peu compliqué. Vous pouvez penser que c'est anormal, alors il faut se lever. De la même manière qu'on doit vous comprendre, il faut bien comprendre ceux qui ne veulent pas se lever et qui pensent que c'est normal de changer la Constitution, et c'est dans la diversité d'opinions que les choses deviennent beaucoup plus intéressantes. Alors donc, par rapport à ce qui est en train de se passer sur le terrain, je le dis encore une fois, c'est vraiment regrettable. Alors, il a dit tout à l'heure que le FNDC a dégagé toute sa responsabilité. Oui, c'est facile. C'est comme quand le gouvernement nous dit, par exemple, qu'aucun agent des forces de maintien de l'ordre n'est muni d'armes létales et donc sont munis d'armes conventionnelles pour aller maintenir la sécurité. De la manière dont nous sommes en train, dont nous nous mettons à brocarder, dont nous nous mettons à mettre à nu ces déclarations, ces affirmations du gouvernement, à mon avis, ça doit être la même chose pour cette déclaration qui a été faite par le FNDC, parce que convenons-en que c'est à la suite de l'appel lancé par le FNDC, et cet appel-là, donc c'est une désolidarisation, une conséquence, c'est une démarcation de façade. C'est une démarcation de façade, vous voulez dire? Je dis bien, c'est à la suite de l'appel lancé par le FNDC que tout ce qui s'est passé sur le terrain, c'est la conséquence directe. Mais il faut toujours préciser que l'appel du FNDC est parti de la volonté du président de changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Je n'ai pas dit que le FNDC est en train de manipuler sur le terrain. Je n'ai pas dit que le FNDC a sciemment fait, et ça on ne peut jamais encourager ce qui s'est passé aujourd'hui dans les manifestations, dans les zones que vous avez citées là. Mais c'est très difficile de dégager sa responsabilité si en amont, c'est vous qui avez appelé les gens à sortir. Et c'est comme de la part de l'État, par exemple, qui envoie ses agents sur le terrain et après on constate des cas de mort par balle. Donc c'est très facile également pour l'État de dire que nos agents n'étaient pas armés d'armes non conventionnelles et donc se dégager les responsabilités de ce qui s'est passé. Donc dans la forme de... Il faut être prudent de part et d'autre, chacun a ses responsabilités, et bien évidemment il faudrait bien que les responsabilités soient situées. Et ce qui est regrettable, c'est la manière dont les manifestations sont menées. Alors la désobéissance c'est une chose, il n'y a pas de la désobéissance, comment on appelle, l'appel à manifester la ville morte, ou bien tout ce qui a été dit, mais quand vous lisez les déclarations du FNDC, je l'ai toujours dit que ça effraie, mais ça ouvre, comment on appelle, c'est bien évidemment, et ce qui a l'insurrection. Non, je ne parlerai pas d'insurrection, je ne parlerai pas comme ceux qui s'expriment de cette façon, je ne les condamne non plus, je ne les condamne pas non plus, mais ce qui reste clair, à un moment donné, il faut se garder de certaines réactions, et parce que nous avons affaire à une population analphabète. Bien, on va observer la petite pause et juste derrière on se retrouve pour continuer l'analyse dans les autres facettes de la même situation, puisqu'à un moment donné tout s'entremêle, tout s'interpénètre, puisque en parlant de constitution en même temps vous avez la question du couplage référendum et législative, et là-dessus le FNDC à travers ses représentants était même en conférence de presse aujourd'hui à la maison de la presse. Juste après la pause, on se retrouve. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat pour 15 minutes chrono d'analyse croisée de deux journalistes. Pas des moindres, Lamine Mouniouma Sissé, journaliste à Mosaïque Guinée, il y est le DGA, et journaliste à Digui FM également, directeur général adjoint. N'oublions pas qu'il est directeur général du magazine d'analyse économique Émergence Guinée. Évidemment, en face de lui, Nou Baldé, analyste politique et administrateur général du site guinématin.com. La situation, comme on l'a dit, elle est
elle est assez chaude sur le terrain. Cette contestation liée à la volonté du président de doter la Guinée d'une nouvelle constitution, manifestée par le FNDC sur le terrain à travers un appel à résistance active. Alors oui, je viens cette fois-ci vers nous pour parler de cette intention, n'est-ce pas, d'Alpha Condé de coupler le référendum aux législatives, malgré que les législatives elles-mêmes sont contestées par le fait que le processus est décrié. Le référendum étant aussi déjà contesté, il veut les coupler. Est-ce que ça aggrave la situation? D'autant plus que les membres du FNDC sont sortis d'une conférence de presse aujourd'hui où ils semblent aussi vouloir maintenir l'élan, voire même aggraver l'élan de la résistance. C'est évident. C'est important d'abord de rappeler que le président Alpha Condé a mené une lutte ici en tant qu'opposant. Mais il faut savoir que le professeur Alpha Condé n'a jamais osé le général Lansana Conté manifester à Conakry. Il a toujours fui les manifestations. Il est là, il prépare, mais ce sont les docteurs Diané, les Hadja Fatou Bangoura et d'autres qui étaient là, les Ahmed Tidjan Traoré, qui étaient là, qui manifestaient avec les gens. Quelquefois, il a fui les matraques. Lui, Alpha Condé a toujours fui. Mais c'est pour cela qu'on l'a appelé grimpeur. Il a au moins été sur le terrain une fois. J'étais en train de parler de ça parce que la seule fois où on l'a vu sur le terrain, il a fui et ça a donné au lynx son sobriquet, le grimpeur, parce que jusqu'à maintenant, le lynx l'appelle Alpha Grimpeur. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais osé résister à un pouvoir. Donc pour lui, quand on est au pouvoir, on peut tout faire. Il a l'impression que, puisqu'il avait peur, que les autres aussi ont peur. Or, la démocratie est devenue une culture consommée partout et les Guinéens sont déterminés à appliquer les lois, à l'obliger à respecter les lois de la République. J'ai écouté, comme vous le disiez tantôt, les opposants qui ce matin, on lancé un appel à la communauté internationale, à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne, pour dire que c'est maintenant qu'il faut aider la Guinée à éviter de tomber dans des problèmes. Vous avez sans doute suivi la réaction du président de la commission de la CEDEAO qui dit qu'on ne permettra plus dans notre sous-région à une poignée de personnes à prendre en otage tout un pays chaque fois en changeant les lois de la République pour se maintenir. Donc, ce n'est pas possible. Je pense que le président qui n'a pas fini de trouver sans doute l'alternative est en train de garder son public à lui en faisant croire qu'il va le faire. Je suis presque convaincu qu'il ne parviendra pas. Peut-être qu'il va faire des essais pour maintenir la dynamique, faire croire à ceux qui s'engagent déjà en campagne que ça marchera, mais je suis convaincu que ça ne bougera pas. Et pourtant, il est toujours dans l'élan. Il paraît que le décret va être pris, s'il ne l'est pas déjà pendant que cette émission passe, dans le journal de la RTG, le décret appelant le corps électoral au référendum. Prendre un décret, c'est une chose. Le faire respecter en est une autre. On a suivi ce même professeur Alpha Condé à l'occasion des élections de 2013, même des élections locales. Il y a eu assez de changements. En 2013, il y a eu plusieurs dates qui avaient été prises. Des décrets même avaient été pris, mais ça n'a jamais fait l'objet. Je suis certain que ça ne marchera pas, puisque j'écoute plusieurs personnalités de ce pays qui rassurent qu'il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas d'élections législatives. Parce que ce ne serait pas crédible de voir cette élection amputée de ces entités qui n'y participeront pas, ou par le fait que cette résistance du FNDC l'empêchera. En réalité, il n'y a pas que les candidats, il n'y a pas que les protagonistes dans ce pays. Il y a aussi des observateurs, il y a aussi des citoyens, il y a des gens qui ne sont candidats à rien, mais qui souhaitent que leur pays soit un pays stable, où on respecte les lois de la République. Il y a des observateurs internationaux, il y a des partenaires, il y a des firmes internationales qui ont des moyens dans ce pays, qui ne veulent pas voir ce pays dans l'instabilité.
tous les efforts conjugués permettront à éviter ce que le groupe qui entoure le président Alpha Condé actuellement, c'est que ce groupe-là veut. Je pense que ça ne marchera pas et tous les efforts vont être menés. On pense que peut-être même les manifestations peuvent être relativisées puisque voilà, la diplomatie va s'enclencher et évidemment conjugué avec le combat démocratique sur le terrain, évidemment, il n'y aura ni élection législative, ni référendum, je le pense. Bien. Alors oui, Lamine Mounouma, est-ce que vous pensez la même chose ou est-ce que vous pensez que, à travers déjà un communiqué qui a été lu hier sur la RTG, je crois qu'il laisse entrevoir qu'un décret pourrait sortir ce soir pour annoncer le couplage est le signe que le président Alpha Condé ne regarde pas du tout dans la direction de ses opposants, dans la direction de la résistance et qu'il fait fi de tout ce qu'il y a sur le terrain comme contestation. On va dire en français facile, il multiplie par 0 ses opposants et qu'il veut coûte que coûte aller à son objectif, celui de tenir ces élections-là, législatives, mais aussi le référendum constitutionnel. Oui, attendez, vous dites que si je suis d'avis avec nous, non, pas du tout. Vous savez, entendre mon grand frère parler, vous avez beaucoup plus l'impression d'avoir affaire à un acteur dont on ne peut se cacher en être aujourd'hui, mais plutôt c'est le contraire qui pourrait vous coûter très cher dans ce pays-là. D'accord. Maintenant, je ne suis pas d'accord, c'est pas possible, il ne peut pas en avoir lieu, et puis il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas d'élection. Alors, donc, tout a été résumé par le grand frère nous. Donc vous pensez le contraire? Non, si je dois être, si vous dites que je suis d'avis avec lui, c'est qu'il n'y a plus de débat. Donc, lui, il est convaincu déjà que rien ne peut marcher. Alors, on est en train d'analyser une situation. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, le changement de la Constitution, on en a tellement évoqué que je n'ai pas envie de refaire cette histoire-là, parce que je pense que c'est dépassé. Alors nous sommes en train d'analyser les conséquences liées à cette annonce qui a été faite par le président de la République. Conséquences bien évidemment créées par les contestataires, ceux qui sont contre le changement de la Constitution. Maintenant on va aller au couplage, c'est-à-dire qu'on va véritablement appeler... Oui, je suis parfaitement d'accord. Alors si l'annonce du changement de la Constitution a fait l'effet que nous connaissons aujourd'hui dans l'opinion, et bien évidemment, l'annonce d'une date pour la tenue de ce changement de la Constitution en organisant bien évidemment ce jour le référendum, forcément va davantage enliser la situation sur ces contestataires. Donc, si le FNDC et tous ceux qui croient au FNDC veulent durcir le ton, je ne sais pas, je veux bien voir de quelle manière ils peuvent durcir le ton, je le veux bien, mais que tout cela se passe dans la légalité, dans le respect strict de la loi, donc dans le respect de la liberté de l'autre. Ça, c'est important. Alors, donc, aujourd'hui, il y a le président qui veut aller à ces élections législatives, il veut aller à ces référendums il y a un point commun. Pour l'organisation du référendum, aussi bien pour l'organisation du référendum que pour l'organisation des législatives, c'est bien évidemment les organiser sans les contestataires, sans les opposants. Voilà, donc sans les opposants. Alors, donc, le président a décidé, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, que le président est engagé dans ce qu'on peut appeler ça passe ou ça casse. Est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire que ça passe ou ça casse? Oui, donc ça veut dire qu'il ferme les yeux sur tout ce qui se passe là, tout ce qu'on a décrit là, cas de mort. Alors qu'il est élu pour nous protéger, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Oui, bien évidemment. Et il y a quelqu'un qui l'a dit, que depuis 2010, il y a toujours eu des contestations dans ce pays-là. Depuis 2010, il y a eu malheureusement, hélas, des morts dans ce pays-là. Il y en a eu assez depuis 2010. Alors, le président a été confronté à cette situation durant tout son mandat. Et depuis on n'a jamais vu un auteur de ces meurtres. Non, c'est regrettable. Hein. Ça, on l'a dénoncé. C'est vraiment regrettable. Bien. Jusque-là. Et donc, le seul responsable, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au jour où on va nous montrer les responsables de ces cas de meurtre, de mon point de vue, c'est bien évidemment l'État qui a le devoir de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais permettez-moi de me suivre dans ce raisonnement. Je dis depuis 2010, c'est les manifestations. Depuis 2010, c'est les cas de mort. Est-ce que ce qui est en train de se passer là, et qui n'a rien d'extraordinaire par rapport, d'après le pouvoir, qui n'a rien d'extraordinaire par rapport à ce qu'on a vécu depuis 2010, aussi bien les pertes en vie humaine, les dégâts matériels, mais l'organisation des manifestations, est-ce que cela
pourrait avoir une incidence sur la décision que le président va prendre? C'est la grosse question qu'on se pose. Bien. Pour un analyste, pour quelqu'un, pour un observateur indépendant, il vous dira que ça va être difficile. Et parce que ça peut paraître pour le président de la République un air déjà vu. Il n'a jamais réussi à organiser une élection pendant les contestations. Il a toujours été obligé de reculer, de signer des accords avant d'aller aux élections. C'est ce que je rappelais. Donc c'est un scénario auquel vous... Mais évidemment, on finira par ça. Il s'arrêtera, il signera des accords, il renoncera à cette constitution et il promettra de respecter et de se retirer après son dernier mandat. Donc, sous l'effet de quoi il s'arrêtera, puisque le tableau là, il semble assez sombre à l'instant T, au niveau local bien sûr. Est-ce qu'il va falloir une médiation internationale? Et c'est là qu'on termine là-dessus, l'émission. Le tableau de la situation sociopolitique. Il n'est pas sombre, Lamine Mounouman Cissé. Non, vous savez... Est-ce que le tableau n'est pas sombre il est difficile de s'inscrire dans la logique contraire. Et parce que ça, je vais toujours le dire, pour ne pas passer pour quelqu'un qui... Donc tu es d'accord que le tableau est sombre? Qui cautionne et qui encourage ce qui est en train de se passer, qui est regrettable. Mais quand vous dites que le tableau est assez sombre, c'est comme si c'est extraordinaire. Alors quel qualificatif? C'est regrettable. Quel qualificatif vous donnez? Et c'est pourquoi je suis vraiment désolé que notre société soit comme ça, que notre pays soit comme ça depuis 2010, que notre pays résonne avec, comment on appelle, notre pays résonne avec les manifestations, notre pays résonne avec les violences, notre pays. Donc, quand vous parlez de tableau sombre, j'ai pas envie que vous... Mais on est dans la crise. On est installé dans la crise. Le tableau guinéen, le tableau a été toujours sombre. D'accord. Et parce que, regardez, avant qu'on arrive à ces contestations contre le changement de la Constitution, il y avait plus de 150 morts. Bien sûr. Ne l'occultez pas. Donc il est davantage sombre. Voilà, il est davantage sombre. Mais voilà, c'est pour cela que je sais que vous ne regrettez pas. Il n'y a rien d'extraordinaire et c'est regrettable. Donc le tableau n'est pas... Quand vous dites le tableau est sombre, très sombre, qui doit interpeller le président de la République, il devait être interpellé. Bien. C'est-à-dire que ça donc on est d'accord là-dessus. On est d'accord. On est vraiment d'accord. Il n'y a rien d'extraordinaire. Non, on est d'accord là-dessus alors. Non, on est vraiment d'accord. Par rapport à tout ce qu'on a vécu dans ce pays-là. On est vraiment d'accord là-dessus. Le tableau est suffisamment sombre. Non, suffisamment sombre. Le tableau est sombre depuis 2010. Bien, d'accord, j'ai compris. Le tableau il est sombre. Alors quelle alternative? Voilà. C'est ça. Quelle alternative aux bonnes offices, comment on va dire, locales qui se sont donc offertes aux belligérants, c'est-à-dire que le groupe de contact, les imams qui se sont fait entendre, qui n'ont pas été entendus. Qu'est-ce qui reste maintenant? Est-ce que c'est la médiation internationale? On a vu que le ministre de la Réconciliation et de la Justice ont été interpellés à Genève sur la situation et que d'autres continuent à l'international. Est-ce qu'il faut une médiation internationale? On apprend que ça pourrait venir peut-être de l'Union européenne, ça reste à voir. Est-ce que vous vous attendez à cela pour que les Alpha, comme vous l'avez dit, s'arrête, ou est-ce que vous pensez que c'est l'intensification de la résistance qui va faire qu'il va s'arrêter? Je pense que ceux qui doivent agir au niveau international et qui n'agissent pas sont aussi coupables que les criminels qui sont en train de tuer, de maltraiter des enfants, des femmes. Vous avez sans doute vu une vieille de 89 ans qui a été maltraitée, bastonnée par des agents de force de l'ordre qui l'insultaient, qui insultaient son ethnie, et ce n'est pas du tout acceptable, et qui a été blessée parce qu'elle essayait de se protéger, une vieille. On ne peut pas cautionner ça, on ne peut pas être un chef religieux ou un membre de la communauté internationale, observer ça et se taire. Je suis certain que le président Alpha Condé va être interpellé par ces structures-là et qu'il sera obligé, de les écouter et de signer des accords, de renoncer à ce changement constitutionnel qui crée des problèmes dans ce pays. Voilà. Il faut rappeler qu'on n'avait aucun problème, contrairement à ce que Mouniouma disait, on n'avait absolument aucun problème. Il avait juste à organiser des élections législatives et des présidentielles auxquelles
il n'est pas candidat. Il ne l'a pas fait, il crée des problèmes, il faut qu'il arrête. Bien, alors vous allez parler de la casse, ce qui s'est passé à la casse, les incendies qui se sont passés et la critique qui a fusé sur les hauts cadres qui sont venus, étant donné qu'il y a eu des morts ailleurs et qui ne seraient pas partis. La lecture que vous faites de la situation de la casse, n'est-ce pas, rapidement, en 30 secondes, plus le fait que maintenant, quelle est l'alternative qui s'offre à la Guinée pour que la crise s'arrête? Je veux simplement dire à nous, à mon grand frère, que dit que quand le président va renoncer, il n'y aura plus de problème, c'est vraiment réducteur des problèmes guinéens. Depuis 2010, il y a toujours des problèmes. Le problème actuel est lié à ça. Le problème actuel est lié à ça. Il parle de la crise. C'est parce que depuis 2010, il n'y a jamais eu une élection qui... La crise, elle est toujours un cas de C'est parce qu'il n'a jamais organisé les élections à bonne date. Ah, justement. Alors, donc, c'est pour vous dire que est-ce que ne renoncer à ce changement de la Constitution, d'après le président de la République et tous ses soutiens, serait sans doute la solution à cette situation. C'est la seule. C'est la seule. C'est la seule. Il y a l'organisation des élections qui viennent après. Et donc ça aussi, c'est bien évidemment des foyaux, des terreaux de crise dans notre pays depuis 2010. Donc c'est pas ça la solution. Non, je ne suis pas sûr que ce soit... Il suffit qu'il renonce pour qu'on ait la paix. Ça peut être l'une des solutions. Il suffit qu'il renonce la situation de l'incendie à la casse. Alors, donc, par rapport à ce qui s'est passé à la casse, non, on ne peut pas plus condamner ce qui s'est passé à la casse par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. Il y a eu des cas de mort, et c'est plus important que ce qui s'est passé à la casse. Mais avant ce qui s'est passé à la casse, il y a eu des boutiques qui ont été incendiées. Maintenant, la présence inopinée des ministres... Permettez-moi, j'y arrive. Et parce que ça, je n'ai vraiment pas compris. Je l'ai dénoncé ailleurs et je le fais ici. Et parce qu'il y a eu des boutiques qui ont été incendiées où des milliards sont perdus. Et les gens n'ont pas été encore dédommagés. Et malheureusement, ça a été toujours dans les réclamations. Les réclamations des acteurs politiques, dans les accords politiques, mais l'opposition n'en a jamais fait une priorité parce que les priorités ont été toujours réglées de mon point de vue. Bien. Donc les gens n'ont pas été indemnisés et ils sont retournés à leur mauvais souvenirs, donc la souffrance et la galère. Et donc tout ça s'est passé et après il y a eu la casse. On m'a dit que les ministres sont partis pour sensibiliser les gens de la casse à ne pas que la situation... Non, mais moi je trouve l'argument trop banal. Bien. On aurait pu procéder autrement pour les sensibiliser ou faire comme on le fait ailleurs, Bien. Leur envoyer les forces de l'ordre et puis voilà, donc promettre comme on a toujours l'alternative qui s'offre de trouver les coupables pour, comme on appelle, les traduire devant la justice et bien évidemment les indemniser. Mais comme on ne peut pas les indemniser indépendamment de ce qui a été des cas précédents. Alors donc, il y avait 1001 manières, j'imagine, où on pouvait les indemniser sans que les personnes, c'est des partisans. Voilà. Mais je n'ai pas compris qu'on puisse aller à la casse pour des cas comment on appelle, pour des cas d'incendie de véhicules. Et ça, je ne suis pas en train de banaliser ce qui s'est passé. Et parce que c'est des fortunes, c'est l'avenir des personnes qui sont parties à feu. Mais il y a eu plus grave, de mon point de vue, que ça, qui pouvait nécessiter le même déplacement ailleurs. Mais il y a d'autres qui pour terminer. Il y a d'autres qui disent que si ça a été possible et facile à la casse, ça ne peut pas l'être ailleurs. C'est vrai, on peut toujours se dire, moi la dernière fois que Taran a été en délégation dans une des familles des victimes à Koza, et après la critique qu'on a entendue que ce n'est pas pour venir verser les larmes de crocodile, parce que vous nous promettez toujours que justice sera faite. Bien. Et on n'a pas vu justice. Bien. Et donc peut-être, mais de toutes les façons on devait se réserver. Bien. On devait se réserver. Une fois encore, est-ce que l'alternative en termes de solution, c'est désormais une médiation internationale, oui ou non, sans développer? Médiation internationale, dans quoi? De l'Union européenne, de par la rapport CEDEAO, à quoi? à la crise. Pas besoin. Non, on n'a pas besoin. Un seul mot, pas développer. Non, il y a toujours celui qui ne veut pas d'un dialogue, celui qui refuse le dialogue est un belligérant. Donc la médiation internationale. Celui qui refuse le dialogue est un faucon. C'est le faucon qui refuse le dialogue. Donc la médiation internationale. La médiation. À sa place. Non, il y a toujours la médiation internationale. Il y a le groupe de contact. Non, ça c'est local. Il y a Ibn Chambas qui vient tous les jours pour rabibocher, pour chercher à réconcilier les Guinéens. Et ça, on est habitué à ça. Alors, oui. Il y a un mur de méfiance. Permettez-moi, je termine très rapidement. Non, il y a un mur de méfiance entre les Guinéens. D'accord. Mais aujourd'hui, la situation en Guinée. Bien,
ça, je l'ai dit depuis très longtemps. Je l'ai dit on est vraiment pris par le temps. C'est bien évidemment le bras de fer, mais malheureusement qui se termine aujourd'hui. On en a besoin. Voilà, c'est vraiment regrettable parce que les positions sont figées. Une médiation. On en a besoin, mais c'est important que le peuple de Guinée se lève pour faire respecter les lois de la République et l'alternance au pouvoir. Pas de violence, mais une détermination pour dire au président Alpha Condé qu'il doit respecter la Constitution, comme il l'a promis. Bien. Merci Lamine d'être venu. Merci à beaucoup. Vous. Merci. Merci nous. Merci Amadou. Voilà, c'était tout pour ces analyses croisées des confrères journalistes dans ce numéro, le dernier de la semaine bien sûr. On se retrouvera lundi dans un autre numéro avec notre invité. Cette fois-ci, le ministre de la Sécurité, Damanta Albert Camara, qui sera notre invité le lundi. Merci à tous et à toutes. Portez-vous bien. Au revoir.